Nous sommes en compagnie de Vincent, imperturbable malgré les sons tumultueux du moteur de sa voiture. Les fumées piquantes du véhicule, ces bruits gênants ne font plus peur à ce vieux routier. Vincent, le taximan de la petite ville de Lenésia, est un miraculé de Soweto, un survivant des massacres de Naledi High School. Il a tout entendu, des bombes et des coups de fusil. Il a tout vu, des morts et des moribonds. Il a presque tout perdu, des amis et des parents. Il a traversé les cactus de l'apartheid pour se réfugier maintenant derrière le volant de sa voiture. Vincent. Yeah. You go to the Mandela Place now. La cinquantaine sonnée, le taximan se souvient de ces émeutes du 16 juin 1976. C'est à cette date qu'il a quitté définitivement Naledi High School pour une autre école avant que son père ne le retienne au ghetto pour le sauver des balles des policiers blancs. 1976, my father just took me from the school. I go to from boarding school. En 1976, mon père m'a fait quitter cette école pour une autre. Voilà pourquoi je suis toujours vivant. C'est ce qui a changé totalement ma vie. Mon père et ma mère m'ont protégé et m'ont mis hors de toute cette zone où on a tué mes propres camarades de classe. La police a tiré ici sur mes propres amis. Nous avons quitté Soweto pour aller à Pitori. We see when the police was shooting my friends and everything, we see what's happening. Il a appris plus tard à bricoler puis à conduire et devenir un chauffeur de taxi. C'est 18 ans après, à la fin de l'apartheid, coïncidant à l'élection de Nelson Mandela, qu'il pouvait maintenant circuler librement. D'ailleurs, depuis 1994, il circule et circule encore librement jusqu'à la mort du père de la nation arc-en-ciel. Et après, il continue à circuler pour ne plus baisser les bras et exhiber sa fierté zoulou comme les Xhosa et les Tswana. Vincent est simplement un Mandela au volant qui veut mettre un trait sur ce passé obscur. Mais il refoule en vain les massacres de Soweto. Il entend toujours les cris de ses anciens écoliers tués. Notre taximan et guide veut désormais entendre d'autres sonorités. Des sonorités plus gaies. Maman, because feeling now, princess. Ces cris de bonheur des enfants sont loin de ressembler au drame des écoliers de Soweto. Ces innocents jouent pour atténuer la douleur des parents, des touristes noirs, des blancs et des métis venus du monde entier pour verser des larmes sur le musée Hector Peterson. Yeah, it's right, 60 rands. Okay, 60 rands. Yeah, 30. Okay, let him stick. Au bas du musée, le soleil s'allonge sur le gazon verdâtre. Quelques visiteurs en promenade s'offrent un bain de lueur rythmé de fraîcheur. Comme un aquarium, un piédestal en marbre, submergé par des artifices d'eau, sert d'oratoire à un pasteur. Bible à la main, écharpe rouge autour du cou, l'homme d'église s'incline devant l'enfant héros. Hector, le premier garçon tué dans ce même endroit lors des émeutes du 16 juin 1976. Il prie pour les enfants martyrs. Situé à la place Mandela, le musée Peterson est le gardien des secrets des événements du 16 juin 1976. Le cimetière des horreurs et les pages les plus sombres de l'histoire sud-africaine sont
enterrés ici. Within 36 hours of the start of a march by 10,000 pupils in protest against Afrikaans as a medium of instruction. Des vidéos inédites, des coupures de journaux, des couvercles en acier servant de pare-balles aux guerriers, de pistolets archaïques, des pancartes de manifestants. Ce sont là des débris de l'histoire témoins des émeutes de Soweto, exposés tout au long des couloirs ondulés. The police when you shooting, just shooting on the right opposite when I get on the Il dit que c'est des couvercles en acier qui étaient souvent utilisés par les jeunes combattants pour parer un peu les balles des blancs. Des écrans placés à chaque coin du musée déroulent les tristes scénarios. La couleur du sang versé par les écoliers de Naledi High School est dissimulé derrière les pellicules noires et blancs, le rouge du sang qui disparaît de l'écran. Lunch and quick apple. What started as a peaceful protest. Ces élèves sont tués pour avoir refusé l'intégration de la langue africaine dans le système éducatif à la place de l'anglais. Et tout est parti de là, la révolte des enfants et la résistance des grands. Une révolte qui s'est soldée finalement par l'abolition de la ségrégation raciale. That was not, we don't want to do in Afrikaans. You do must do in... Nous voulions utiliser l'anglais, mais eux voulaient nous imposer l'afrikaans, ce que nous refusions. Ils ne nous autorisaient même pas à parler l'anglais. C'est donc un grand plaisir aujourd'hui pour nous de ne pas parler l'afrikaans, mais plutôt l'anglais. Après avoir vécu 27 ans de prison dans l'île de Robben Island, Nelson Mandela, devenu président de la République en 1994, retourne sur les lieux du crime, rétablit Hector et inaugure ce musée qui porte son nom. La Nouvelle-Afrique du Sud ouvre ses frontières au reste du monde, mais le pays fait face à la pauvreté et à une nouvelle forme de criminalité. C'est dans cette période confuse que les premiers immigrés sénégalais débarquent dans ce pays. Youssou Dieng, plus connu sous le nom de Baye Youssou, est arrivé à Johannesburg en 1997. Nelson Mandela, quand il est venu au Sénégal, c'est le président Léopold Sédar Senghor qui lui a donné son premier passeport sénégalais. Et donc, quand il est revenu, après l'apartheid, quand il est devenu président de la République, il a ouvert les portes aux Sénégalais. On venait ici sans visa. En ce moment, on payait que le billet, on descendait à Johannesburg sans problème. Comme maintenant, tous les Sud-Africains travaillent. Ce que nous faisons ici, le fait d'avoir des shops, d'aller à Chine, Dubaï, Bangkok, acheter des marchandises et revenir ici. Et ils se sont inspirés sur ça. Et maintenant, beaucoup de Sud-Africains font le business comme nous. Les citoyens les plus pauvres de Soweto gagnent leur vie dans les villes voisines comme l'Enisia, où par exemple un commerçant sénégalais, Modou Mbaké Touré, emploie plusieurs Sud-Africains dans son magasin. Et dans la boutique là, certains clients, ils viennent, ils ne parlent pas anglais. Et plusieurs postes là, on prend les Sud-Africains, on les emploie dans nos boutiques. Parce que quand les clients sud-africains viennent, ceux qui ne savent pas parler anglais, donc ils communiquent dans leur langue nationale. Ces immigrés à l'image de Modou Faye, présents en Afrique du Sud, au lendemain de la fin de l'apartheid, ont pris la place des commerçants blancs et s'activent dans le secteur de l'habillement. Il y a deux choses qui n'existaient pas ici auparavant. La pointure que tu veux qu'on te le donne, ça n'existait pas. Ça n'existait pas la marchandise. Parce que c'est nous qui sont les premiers à intégrer ce genre de commerce.
Par exemple, imagine tu rentres dans un magasin et que tu veux acheter un boubou et que la pointure que tu veux est par exemple 32 ou 33, on te donne un 38 ou bien un 40, mais ça peut pas être plus que l'apartheid. Et ça c'était au temps où les Blancs étaient en contrôle de ce commerce. Malgré sa pauvreté, Soweto, rendu tristement célèbre par les massacres de ses écoliers, se reconstruit petit à petit, mais modestement. C'est ici, dans le quartier d'Orlando West, que Mandela House, la modeste maison de Madiba, sort des terres avec son architecture légendaire. Elle est visitée à longueur de journée. Elle est devenue un patrimoine culturel au même titre que le musée Hector Peterson. La jeune Amoun fait partie des habitants de Soweto qui, depuis les événements du 16 juin, restent repliés dans leur ghetto. Ils en font leur trésor. Ils n'envient pas les locataires des gratte-ciel situés entre Djobour et Durban. Ils aiment leur modeste maison, faite de baraques, même si leur quartier taquine les opulentes concessions d'Orlando West. The house, la maison est construite en 1945. M. Mandela habitait ici 15 ans après prison. Les plus riches ont reconstruit leur vie ici, non loin de leur patrimoine culturel. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.